Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à vous dans cette émission, ce rendez-vous hebdomadaire. Le temps additionnel, bien évidemment, c'est le temps accordé par l'arbitre pour justement rattraper le temps perdu. Et pour nous, eh bien, c'est le temps d'aborder quelques détails, des détails qui ont leur importance en football. Et ces détails-là, on les abordera avec, bien sûr, notre consultant, Mustapha Haddan. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir amis téléspectateurs. Alors, sans plus tarder, le premier sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette valse des entraîneurs qui a pris des proportions véritablement incroyables. Cette saison, on en est à la 7e journée du championnat et on va prendre en référence la Ligue 2. En Ligue 2, il y a eu pas moins de 9 entraîneurs qui ont été débarqués. Et 9 changements d'entraîneur sur 16 clubs, ça fait beaucoup. Et il y en a également 3 en Ligue 1. Ça fait quand même beaucoup, Mustapha Haddan. Oui, même si une situation que nous avions vécue par le passé. Mais comme vous le dites si bien, cette saison-là, c'est peut-être exagéré. Mais on a tendance c'est une façon de détourner l'attention des supporters. Pour ce qui me concerne, c'est ça la raison essentielle. On va revenir justement aux raisons, aux causes et également aux conséquences. Juste après ce petit sujet qui a été préparé par Sarah Derbel. Une problématique qui se produit chaque saison. La valse des entraîneurs reprend de plus belle dans le championnat professionnel. Après 7 matchs joués, le nombre des techniciens limogés ou démissionnaires est de 3 en Ligue 1. Concernant la Ligue 2, 8 clubs sur 16 n'ont pas changé d'entraîneur jusque-là. Il faut dire que cette valse des coachs a commencé très tôt cette saison. Le dernier du classement, en l'occurrence l'USM Al-Harash, vient de perdre son coach Smaïl Djelid. Le RC Erba a écarté son entraîneur Hamissi de la barre technique. Enfin, la GSM Béjaïa récupère Moaz Bouakez après le départ de Mohamed Lassette. La question aujourd'hui reste posée dans un monde de professionnalisme. À quand l'arrêt de la valse des entraîneurs dans notre pays ? Oui, à quand la fin, c'est pas pour demain, on va le dire, parce que quand on voit Mustapha Haddan, vous dites c'est pour tromper les supporters, et effectivement, c'est la réalité, mais c'est également l'absence de projet dans les clubs. Il n'y a pas de projet, on joue pour gagner, si on ne gagne pas, on change l'entraîneur, il n'y a pas de prospective dans la démarche des dirigeants. Tout à fait, c'est dramatique. J'allais dire, à ma connaissance, il n'y a aucun club qui possède un projet et le limogeage des entraîneurs, les présidents sont impliqués. En premier, pourquoi? Parce que le choix initial qui aura été fait au départ est fait par le président. Donc où est le projet dans tout ça? Où est le profil recherché de l'entraîneur? La formation, les philosophies, psychologie de jeu, ça n'existe pas et donc ça ne tient qu'au résultat du jour. Et vous avez été entraîneur, vous avez connu cette situation, vous avez également été amené à démissionner ou à partir à un certain moment et à chaque fois c'était pour des raisons différentes. Oui, tout à fait. Quand on part, c'est parce que nous avons certains principes que nous voulons faire respecter. C'est l'immixtion dans les prérogatives techniques de l'entraîneur de la part du président. C'est le président qui défend plus le joueur que le club en tant qu'entité, parce que c'est un joueur chouchouté qui ne doit pas être sanctionné, donc au risque de ne pas donner raison à l'entraîneur, et il donne raison aux joueurs. Ça, c'est des situations qui m'ont obligé à partir. Dans le cas contraire, c'est-à-dire être démis directement par le président, c'est une seule et unique raison, c'est les résultats. Et vous avez beau gagner, il n'y a pas de bilan, parce que le résultat d'une équipe
ou si on veut évaluer le travail d'un entraîneur, c'est pendant une période donnée. Or, c'est pas le cas. Vous avez beau gagner 8 matchs, 10 matchs, vous en perdez un, tout est remis en question. Et puis sur le plan technique, vous avez abordé un point qui est important. Quand on veut mettre en place un système de jeu, c'est ce qui se fait maintenant en Europe, comme vous voyez, des clubs où des petites catégories jusqu'à l'équipe première, oui. Ils jouent tous selon le même schéma. C'est ce qu'on appelle la philosophie de jeu. Tout à fait. Ça doit demander du temps pour arriver à faire cela. Et chez nous, ça ne se fait pas dans notre football. Malheureusement, il faut le dire, ça ne se fait pas. C'est le résultat qui est recherché en premier. Quand on change d'entraîneur, celui qui arrive, généralement, il fait évoluer l'équipe d'une manière différente de celui qui est parti. Bon, ça c'est la philosophie, comme vous venez de le dire, de l'entraîneur qui veut jouer offensivement ou défensivement en essayant de confectionner un football par des attaques placées ou alors dans des situations de contre-attaque. Ça c'est la philosophie de l'entraîneur. Mais ce qui est sûr, c'est que l'entraîneur qui arrive peut provoquer le déclic, qui est recherché d'ailleurs dans le limogeage de l'entraîneur précédent, ce qui n'est pas le cas tous les jours, à tous les coups. Donc il peut provoquer le déclic. Pourquoi? Parce que les joueurs ont un interlocuteur différent face à eux, un langage nouveau. Il peut peut-être les booster. Et quelquefois, les joueurs sont également complices des limogeages d'entraîneurs. Ben oui, je parlais du président tout à l'heure qui désavoue son entraîneur parce qu'il aura voulu... sous la pression de certains joueurs, des fois. Sous la pression de certains joueurs, je voulais dire que le président désavoue son entraîneur parce qu'il aura voulu instaurer une discipline de groupe au bénéfice de l'équipe et c'est comme ça qu'il y a des joueurs qui sont contaminés avec le président pour limoger l'entraîneur. Alors, Mustafa Haddan, vous avez la liste des clubs qui ont déjà changé d'entraîneur cette saison alors qu'on n'en est qu'à la 7e journée. Il y a quand même comme on dit, des clubs récidivistes qui ont l'habitude de ce genre de pratique. Hein. Aujourd'hui, on le voit. Oui. Oui, tout à fait. On peut les citer. Oui, c'est une réalité. Donc oui, il y a des clubs qui sont habitués à ces situations. On citera les deux équipes de Béjaïa, la GSMB, le MOB par exemple. C'est des équipes qui sont... Le Der Betajnant également. Le Der Betajnant également. Bon, peut-être que cela est dû aussi par une forte pression de la part des supporters qui exigent... Oui, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas. Parce qu'il n'y a pas de culture. On se cache derrière cet argument, cet alibi des supporters, mais quand on est convaincu par ce qu'on fait et qu'on a une ligne directrice qui est, on va dire, infaillible, on ne cède pas à la pression des supporters. Vous avez un exemple, c'est l'USM Al-Harrach également, qui aujourd'hui est complètement en perdition, ce club. Tout à fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a pas d'objectif recherché dans cette équipe. On s'attarde aux résultats du jour, malheureusement. Or, c'est pas ça la constitution d'une équipe, la progression d'une équipe. Et encore au risque de me répéter, le résultat, ce n'est pas le résultat du match, c'est le résultat d'un bilan, d'un parcours, d'un aller au moins, d'un aller-retour, d'une saison complète, même si parfois cela pourrait être provoqué pour le départ de l'entraîneur, si l'équipe effectivement flirte un petit peu avec les affres de la relégation. Et quelquefois également, on reproche aux entraîneurs de prendre, comme on dit, le train en marche, c'est-à-dire de succéder à un confrère
alors qu'ils savent pertinemment que ce confrère-là n'était pas incompétent. Il a fait ce qu'il a pu et que ce qui lui est arrivé peut également leur arriver. Ah, tout à fait. Il n'y a pas de solidarité corporatiste, comme on dit. Mais est-ce que ça peut exister dans le football professionnel? Non, je pense que non. Quelque part, ça devrait exister parce que quand on vient nouvellement débarquer dans une équipe, il y a votre prédécesseur qui aura fait quand même du travail, quoi que l'on dise, même si les résultats n'ont pas suivi. Et prendre le train en marche, c'est la loi du marché. L'entraîneur qui vient ne peut pas refuser, s'il était au chômage, de travailler. Ce qui reste, par contre, ce que vous avez dit, c'est qu'il faut créer, et ça reste au niveau individuel, respecter l'entraîneur partant. Voilà pour donc notre premier thème abordé aujourd'hui. Le deuxième, il concerne un entraîneur, c'est l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Bernard Casoni. On ne va pas focaliser sur Bernard Casoni parce qu'il a pris un carton rouge, mais simplement, on va juste également donner l'information. Il faut savoir que Bernard Casoni a pris un carton rouge direct après des propos qu'il a tenus envers les officiels, c'est-à-dire l'arbitre et ses assistants, notamment également le délégué qui a rédigé un rapport assez accablant. On ne va pas revenir sur le fond du rapport puisque l'affaire est toujours en traitement au niveau de la commission de discipline de la Ligue du football professionnel. Mais en attendant, Bernard Casoni a été suspendu de terrain et de vestiaire jusqu'à son audition lundi prochain, 14 octobre. Et là, on connaîtra la sanction qui lui a été infligée. On le voit là avec ce carton rouge. Bernard Casoni a expulsé pour avoir tenu des propos avec l'arbitre. Aujourd'hui, Moustapha Hadden, on voit souvent les entraîneurs debout, en train de parler avec le quatrième arbitre, en train de contester. Quelquefois, ils en oublient même à suivre le match et à coacher leur équipe. C'est des scènes qui se répètent constamment. Ça met la pression sur l'arbitre et quelquefois, vous savez, on n'a peut-être pas les meilleurs arbitres du monde, on n'a pas les plus mauvais non plus. Et donc, ça influe sur la qualité de l'arbitrage. Est-ce que vous, franchement, vous êtes entraîneur, mais vous allez parler peut-être de manière neutre, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils en font un peu trop aujourd'hui, les entraîneurs debout, constamment en train de parler avec le quatrième arbitre? Tout à fait, Erdogan. D'ailleurs, Casoni, ce n'est pas un cas isolé, comme vous l'avez intitulé. Oui, les entraîneurs gagneraient beaucoup plus à être concentrés, à manager leur équipe sur le terrain. Non seulement il y aura des répercussions, vous l'avez dit, sur la qualité de l'arbitrage, et la décision extrême de l'arbitre, celle de sortir son carton rouge, c'est ce qu'il a fait avec Casoni, mais également la répercussion sur l'état d'esprit de sa propre équipe. Ça peut influer sur les joueurs, leur comportement. Après, eux également se mettent à chaque fois à contester les décisions de l'arbitre. On voit même quelquefois pour une touche les joueurs qui vont entourer l'arbitre pour lui dire non, la touche c'est pour nous, pas pour eux. Et là, ça devient... Après, ça influe aussi sur la qualité du football. Bien sûr, c'est ce que je disais, le comportement de l'entraîneur sur la main courante et les propos échangés avec le quatrième arbitre sans arrêt, même si cela peut arriver de façon vraiment rapide, mais il faudrait que les échanges soient corrects. Et il ne faudrait pas que ça dépasse certaines limites, et il ne faudrait pas que les échanges se répètent tout au long de la partie, ce qui provoque une répercussion, vous venez de le dire, sur l'état d'esprit des joueurs qui sortent du match et adieu le fair play sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos joueurs, presque la quasi-totalité des joueurs de l'ensemble des équipes n'arrêtent pas de rouspéter à toute décision de l'arbitre, comme vous venez de le dire. Même une rentrée de touche est discutée par les joueurs et contestée. Et puis il y a ce phénomène aussi, puisqu'on parle
des décisions d'arbitre également. Il y a ce phénomène des joueurs qui trichent sur le terrain. Un gardien de but qui plonge, il prend le ballon et il se couche. Et il reste 3 minutes au sol. Un joueur qui tombe, qui n'a rien du tout, qui arrête la partie. Ça se répète à chaque fois. Et puis, ça casse le jeu, ça casse le rythme, ça fausse le spectacle, Mustapha Haddan. Oui, tout à fait. Ça se répète. Et ça, c'est exécuté par les joueurs de l'équipe qui mènent à la marque pour gagner quelque peu, entre guillemets, du temps. Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre. C'est lui qui peut juger de l'action qui est engagée par tel ou tel autre joueur en voulant gagner du temps, et il doit procéder Et à contrario, et ça c'est tout à l'honneur de certains entraîneurs, il y en a qui interdisent à leurs joueurs d'aller contester les décisions de l'arbitre. Est-ce que vous avez été de cela? D'abord, à notre époque, il y avait très certainement moins de protestations de la part des joueurs. Quelquefois, mais pas pendant tout un match. Oui, je vous dirais que oui, nous essayons, nous avons même inclus dans le règlement intérieur de club les contestations gratuites et les cartons jaunes gratuits et les cartons rouges gratuits sont sanctionnés également une deuxième fois par le club financièrement, et même peut-être en prononçant une suspension supplémentaire aux joueurs. Donc si on interdit aux joueurs de contester, on ne doit pas le faire soi-même. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui a été donc le cas de Casoni. Et encore une fois, je dis, ce n'est pas un cas isolé. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la majorité des entraîneurs, pour ne pas dire tous, qui passent leur temps à aller discuter avec le quatrième arbitre et quelquefois même les autres membres du staff, parce que ils incitent aussi les autres membres du staff et puis ça crée le désordre sur le terrain. Oui, tout à fait. Nous avons vu après le carton rouge brandi à l'encontre de Casoni, le staff s'est levé dans sa totalité pour rouspéter encore. D'autant plus que les regards sont braqués sur l'entraîneur. Le public, ça peut provoquer même des incidents dans les tribunes. En plus des joueurs sur le terrain, il y a aussi le public qui peut être conditionné par une attitude inconvenante de l'entraîneur. Et cela dit, on passe à notre troisième sujet pour aujourd'hui. Et c'est un sujet qui concerne également un grand club de la capitale, en l'occurrence l'USM Alger. L'USM Alger qui a chuté lourdement lors de la 7e journée. C'était à Oran, face au Mondial d'Oran, 4-0. C'est la première défaite enregistrée depuis l'arrivée de Bilal Zili, l'entraîneur de cette équipe de l'USM Alger. Un score que personne n'attendait. Et puis, après ça, eh bien, il y a eu une polémique, on va dire, sur les 4 buts. Tout le monde s'est braqué sur le gardien de but. On dit c'est la faute du gardien de but. Est-ce qu'on peut dire les choses de cette manière, Mustapha Haddan? C'est vrai qu'un gardien de but, il a une grosse responsabilité sur le terrain et dans l'équipe, mais quand même, le football, ça se joue à 11. Pour que le ballon arrive jusqu'à la surface du gardien de but, il faut qu'il passe quand même par 3 compartiments. Tout à fait, Erdogan. Perdre ou gagner, c'est le résultat du collectif, quoi qu'il en soit. Même si le gardien peut quelquefois commettre des erreurs, des bévues, lâcher un ballon de ses jambes qui pénètrent, mais de la même manière, l'attaquant qui peut rater un penalty. Ou un but devant les buts vides. Ou un but sur la ligne de but, j'allais dire. Oui. Au lieu de le catapulter au fond le ballon, il trouve le moyen de le mettre au-dessus de la transversale. Ceci étant, c'est le football. Avec toutes ses facettes, c'est cela. En tout cas, pour ce qui concerne le gardien de l'USMA, Bilal Zili, encore une fois, il assume, je prends la responsabilité de le dire, son rôle de façon magnifique, puisqu'il a dit qu'on n'était pas
pas au tennis, parce que d'aucuns ont jugé trop rapidement le gardien, qu'on ne jouait pas au tennis, que la défaite est individuelle ou la victoire. C'est un travail collectif, d'ensemble. On gagne ensemble ou on perd ensemble. C'est extraordinaire. On a vu les 4 buts encaissés par Mansouri. Mansouri qui a quand même fait de grands matchs avec l'USMA cette saison. D'ailleurs, il a gagné sa place de titulaire grâce à ses qualités. Et c'est pas parce qu'on passe à côté d'un match une fois qu'on n'est pas bon. Nous, on le défend parce que c'est quand même un gardien de but de qualité, de valeur. Et on défend surtout ce principe-là, comme vous l'avez si bien dit, c'est que le football est un sport collectif. C'est l'ensemble de l'équipe qui doit assumer cette défaite de 4-0. C'est vrai que ça fait mal pour les supporters usmistes et pour l'équipe, pour le club. Mais il faut aussi également comprendre, et on l'avait dit dans notre précédente émission, que le club est en train de traverser une période très difficile également. Oui. Oui, très extrêmement difficile sur le plan financier et il faut tirer un chapeau bas pour cette équipe, pour son staff, pour son équipe dirigeante aussi, qui arrive à se maintenir quoi qu'il en soit, même si avec cette défaite qui aura fait mal surtout à la famille usmiste. Elle intervient à la veille d'un grand derby, vous le savez. Oui. C'est face au Mouloudia d'Alger. C'est programmé en principe pour samedi, le 12 octobre. Mais les dirigeants de l'USMA refusent de jouer ce match. Ils ont demandé le report pour des raisons très simples. Ils ont plusieurs joueurs qui sont en sélection. Et également un de leurs joueurs qui est libyen, qui est en sélection libyenne, qui a été convoqué. Et comme ce match va se dérouler dans une date FIFA, ça leur pose des problèmes. Et ils demandent le report. Jusqu'au moment où on se parle, eh bien, la Ligue de football professionnel n'a pas donné de réponse à leur doléance. Et le match est maintenu vraisemblablement. Oui. D'ici demain ou après-demain, il peut y avoir des changements, mais il est maintenu au samedi 12 octobre. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce que cette décision qui a été prise, rappelons-le, par le Bureau fédéral lors de la dernière réunion à Ouargla, de faire jouer tous les matchs en retard durant les dates FIFA, est-ce que ça va pas créer un précédent? Ça créerait un précédent dans la mesure où, il faut le dire honnêtement, dans la mesure où la Ligue de football professionnel va acquiescer à la demande de l'USMA d'Alger. Parce que les prérogatives de désignation relèvent à ce que je sache, de la Ligue de football professionnel. Oui, mais je veux dire que le fait de faire jouer les matchs durant les dates FIFA, est-ce que ça répond à la réglementation FIFA? Ah, ça, je ne saurais vous le dire honnêtement, Ardouane, mais ce que je sais, par contre, que la FIFA interdit l'organisation de matchs pendant les matchs internationaux. Pendant les matchs internationaux. Ça, c'est un point que j'ignore très honnêtement. On sait qu'il y a un règlement au niveau du championnat. Chaque année, vous savez que le championnat a un règlement. Le championnat, la compétition a un règlement. Dans le règlement, il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il y a un article 29 qui dit que les matchs de championnat ne doivent pas se dérouler durant les dates FIFA. Mais là, en l'occurrence, la fédération vient de prendre une décision qui est, pour ainsi dire, une dérogation à la réglementation qui a été instruite auparavant. Et donc, ils disent qu'il faut absolument apurer le calendrier parce que vous savez que il y a 10 rencontres en retard, 10 matchs en retard qui n'ont pas été encore joués et ça va poser des problèmes inévitablement à la Ligue pour les reprogrammer. Tout à fait. Si la Fédération a pris cette décision, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne peut pas être contraire aux décisions à la réglementation de la FIFA.
Ça, c'est une chose. Et je viens de m'en souvenir, les clubs engagés dans les compétitions africaines, il semblerait, et dans les coupes arabes, il semblerait qu'ils s'étaient engagés à avancer ou à reculer leur match pour pouvoir disputer, représenter les couleurs nationales sur le plan africain et arabe. Et voilà, et c'était le dernier mot, Mustapha Aden. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Le temps additionnel, c'est tous les mercredis à la même heure sur Canal Algérie. Excellente soirée à vous.